tous, bienvenue dans Territoire. Nous allons à la rencontre d'artistes dans l'agglomération nîmoise cette semaine, comme la semaine précédente. C'est notre épisode de Terre d'artistes. Nous rencontrerons Jacqueline Morandini à Redescend. Elle fait de la peinture abstraite. À Bezous, nous rencontrerons une artiste d'horreur qui restaure des œuvres d'art et notamment qui pose des feuilles d'or. Nous rencontrerons un artiste peintre à Rodillan, tout près de Nîmes, et irons un petit peu plus loin dans le Gard à Méjeanne-Clap pour rencontrer dans son atelier de confection de cuir Françoise Saillet. C'est le sommaire de ce territoire Terre d'artistes que nous vous proposons cette semaine. Bonne émission à tous. Première rencontre de notre balade en terre d'artistes avec Jean-Pierre Valero, artiste peintre plasticien. Il vit et travaille à Rodillan dans le Gard. Autodidacte, Jean-Pierre Valero crée en volume et en tableau, titille la conscience collective dans un art brut originel, dans un concept ubiquitaire, explication de l'artiste. Mon concept, c'est plutôt un champ de travail un peu large qui me permet de développer diverses techniques et par un peu de propre et personnel, et puis je travaille par impression avec des objets sur lesquels je peins et que j'applique sur la surface. C'est un peu essayer de joindre ce que chacun d'entre nous semble refléter ou représenter, c'est-à-dire ses diverses faces, notre unité et notre duplicité. Et dans cette installation, par exemple, qu'on a devant nous, le gratte-ciel, qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Je trouve que la famille Clavet est très représentative. C'est l'utilisation un peu l'utilisation qu'on fait de l'individu, c'est appelé mécaniste, et non pas de mettre en avant l'aspect humain et tout ce qui sous-tend l'équité, la justice, la bonté. Faire réagir finalement sur justement ce monde un peu métallique, un peu froid. Un peu froid, oui, qui tend à se déshumaniser, que la société ne répond pas aux exigences premières de l'être. Et ce à quoi, je pense, tout individu aspire, c'est le désir de s'épanouir, tout en restant en harmonie avec ce qui nous entoure, sans forme de conflit. Pour en revenir à la peinture, ma démarche, c'est plus un engagement, je crois, une forme de résistance intellectuelle par rapport à un système qui vit, à mon sens, ses dernières heures, puisque je pense que le communisme est tombé, le capitalisme doit aussi tomber, puisqu'il ne répond pas aux exigences et aux aspirations de ce que représente l'humain. C'est politique alors ? Il y a une forme de politique, oui. De même que je défends aussi ce que représente la féminité en tant que telle, quand on voit notre société, ce qu'elle véhicule et l'utilisation qu'elle en fait et le rôle second que la femme a, à mon sens, c'est vraiment navrant. Oui, la Mère de Dieu, l'idée est qu'elle est encore c'est juste sa structure, où elle n'est pas incarnée, et ce sont les gens qui viennent l'habiller, donc l'incarner véritablement. Et puis son côté, j'allais dire, sa faculté à être moins individualiste que l'homme, puisque son véhicule est tandem, parce qu'il est altruiste et il n'est pas individualiste, et donc il est encore dans un état un peu, j'allais dire pas archaïque, mais il est près de la nature, près de l'homme. Métal, plastique, bois flotté, clous, Jean-Pierre Valero mélange les matériaux pour créer un univers bien à lui. Nous voici dans la partie atelier de Jean-Pierre Valero. Alors on va parler peut-être un peu plus technique. Vous mêlez abstrait et figuratif. Expliquez-nous pourquoi cette volonté de mêler les deux.
Le désir peut-être d'obtenir un langage qui soit peut-être plus riche ou plus large dans ce qu'il évoque. On voit des toiles là au sol, vous travaillez, vous laissez mûrir finalement le travail, vous pouvez être sur une toile, l'arrêter. Oui, du fait que je travaille à l'huile et que ça met un certain temps à sécher, il m'arrive de travailler sur plusieurs supports à la fois et puis au-delà du fait de les laisser sécher, les laisser reposer afin de réfléchir à comment j'allais terminer ou quel sens aller prendre dans... L'idée n'est pas là au départ, elle mûrit finalement au fur et à mesure de la création, ou pas tout le temps forcément? Pas tout le temps, oui, ça c'est relatif, et des fois l'idée est présente avant même que l'on fasse le tableau, et puis des fois elle naît au fil du travail. Je travaille dernièrement sur ces petits formats aussi, surtout. Expliquez-nous techniquement comment vous avez travaillé au départ. Je travaille, en fait, mon souhait aussi, c'est une recherche d'espace dans l'espace. Donc, je superpose les univers. Donc, je pars souvent d'un fond qui peut être expressif ou complètement abstrait, sans aucun lieu ou lien évocateur. Et puis, à partir de là, j'élabore un dialogue et un langage à partir d'une symbolique figurative ou abstraite, actuellement, qui se révèle à travers un travail que je définis. Je prends des bouts de polystyrène sur lesquels je grave, que je peins et puis que j'applique. Et à la fin, je ramène d'autres éléments afin peut-être d'ouvrir pour finaliser le tout et vraiment avoir la compréhension du tableau, finalement, c'est la clé. Oui, c'est quelque part la clé, et en même temps, ça ouvre un autre espace aussi sur la subjectivité. On va vous laisser travailler, alors avancer sur cette toile peut-être. Les téléspectateurs peuvent venir vous voir dans votre lieu d'exposition. Oui, du mercredi au dimanche, visiter Jean-Pierre Valero et venir voir son travail ici à Rodillon. Merci Jean-Pierre. Avec grand plaisir. Là, c'est extraordinaire. Puis l'odeur qui se dégage de l'atelier aussi, parce que quand on rentre, on sent la bonne odeur de cuir. Là. Oui, c'est ce que les gens remarquent vraiment. Oui. Quand ils arrivent à la porte, c'est « Oh, ça sent bon ici !» Vous êtes dans le territoire, nous sommes dans l'atelier de Françoise Saillet. Elle travaille le cuir. Vous êtes en train de faire une bandoulière. Bonjour Françoise. Bonjour. Oui, je fais une bandoulière pour le sac. Pour un sac là. Masculin, hein? Oui, c'est un sac de monsieur. Alors là, je suis en train de faire une couture. En fait, je couds tout comme ça. C'est une couture de sellier. J'ai donc, je tiens mon ouvrage avec une pince de sellier qui ressemble en fait à une grosse pince à épiler. C'est un peu le principe. Et c'est tenu avec les jambes. Alors celle-là, voilà, c'est les jambes qui font étau. En fait, je le coince. Donc voilà. C'est une méthode vraiment traditionnelle du travail. Oui, tout à fait. Et je travaille avec du fil de lin. Et je prends une grande aiguillée. Je mets une aiguille à chaque extrémité. Et puis je commence par le milieu. Et ensuite, avec la laine, voilà, je perce. Donc la laine, comme c'est ça. cet outil que vous tenez dans. Voilà, c'est l'outil qui perce le cuir. Et je passe une aiguille, je passe l'autre et je tire. Voilà. Et sur le fil de lin, j'ai pris la précaution de mettre de la cire d'abeille. Ça protège le fil quand je couds, parce qu'il y a quand même une friction. La cire, c'est pour protéger le fil de l'échauffement. Les fils se collent les uns aux autres. Voilà. Et comme ça, ce que j'ai effiloché est tout rassemblé grâce à... Je coupe pour que ce soit bien franc. Je prends le bout là, du fil là, le chat est là, et je pique à l'intérieur du fil, comme ça. Je pique 3 fois. Voilà, je pique à l'intérieur du fil, 2 fois, 3 fois. En général, ça suffit. Voilà, là je pousse
vers le chat, j'enfile, comme ça, et je pousse, je laisse un petit peu, et je tire tout vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de surépaisseur, le fil tient, et voilà, et pour coudre, c'est pratique. Ça le protège, et puis ensuite, quand j'ai terminé, je martèle toute ma couture, ce qui fait que ça colle le fil un petit peu l'un contre l'autre, et ce qui fait des coutures qui sont extrêmement stables, très serrées et très stables. Si on s'est trompé et qu'on veut défaire, c'est très difficile. Il ne faut pas se tromper, il faut réussir le premier coup. Oui, bah, ce qui se passe la majorité des cas quand même. Et alors le cuir que vous travaillez, c'est quoi comme animal? Alors ça, c'est un veau qui vient d'une tannerie alsacienne. J'essaie de travailler avec des cuirs français. Bon, c'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, voilà, c'est du cuir qui vient d'Alsace. Et pour les ceintures, j'en ai qui vient des Pyrénées-Atlantiques. Et puis d'autres, après, j'ai un revendeur dans la région où je me sers aussi. Vous êtes installé ici depuis combien de temps? Depuis 1975. Ça fait très longtemps. Plusieurs décennies. Oui, au siècle dernier. Voilà. N'exagérons pas. Non, mais c'était au tout début, quand Méjeanne a commencé à devenir un peu plus touristique. À naître, disons, quand la station est née. C'est un petit peu près ça. Oui. Alors, comment vous êtes venu, vous, à travailler le cuir? C'est le hasard. Le hasard des rencontres. Voilà, le hasard des rencontres. Quelqu'un rencontré comme ça dans la rue ou lors d'expositions. Et puis j'ai appris en regardant travailler les autres. Vous avez appris donc en regardant les autres travailler? Oui. Dans les années 70, le Festival d'Avignon, tout ça, il y avait plein d'artisans. C'était la grande mode. Oui, et en regardant travailler. On apprend beaucoup de choses en regardant. Vous aviez appris un métier manuel au départ ou pas du tout? Non, j'ai fait des études de dessin. Alors, quand même dans le milieu artistique. Oui, la création. Oui, tout à fait. Et ça aide à voir un petit peu en volume, je pense, et tout, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est la création de sacs. Et les sacs, c'est un volume. Et il faut le voir en volume, mais après, il faut le voir à plat. Donc voilà, il faut faire un patron, et comme je travaille aussi beaucoup sur mesure, je fais du dessin, je fais des plans, et voilà, il faut réussir à traduire ce que les gens veulent. Donc il faut le voir en volume et après le traduire à plat. Donc ça, c'est pas une commande, c'est une création. Non, ça c'est juste pour essayer de faire un petit peu plus là, pour mettre dans... Mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur mesure aussi. Alors, est-ce qu'il y a des cuirs plus difficiles à travailler? J'imagine que oui. Je pense que ça dépend du tannage, parce que j'ai pas une explication très rationnelle. Mais il y a des cuirs qui sont très difficiles à percer. Mais si je fais des cartables, des fois il y a 3, 4, 5 épaisseurs de collés. Et là, c'est quand même plus compliqué. Oui, mais c'est très physique. Et la bacca, voilà, on enlève l'angle avec. D'accord. Donc ça fait... Pour faire une jolie finition. Voilà, on enlève l'angle et ensuite on passe avec cet outil qui est un formoir. On passe le bord comme ça. Et ça fait un filet. C'est un filet à froid. Alors ça, c'est un formoir, un buis. Et là, il faut bien appuyer, faire des allers-retours. Et ça fait un filet à froid. Ça fait partie la bacca, le filet et ensuite l'asticage. Voilà. Et pour faire un asticage, je passe le papier de verre comme ça. On passe de la teinture aussi et de la cire d'abeille. Quand je vous disais que c'était très physique, c'est vraiment très physique. Et après, on a avec le chiffon. Ça. Voilà. Et ça, c'est sur toutes les ceintures, sur les bords des sacs, partout.
Ça fait partie des petites touches des supplémentaires, détails, des auxquels détails il faut bien faire finis. attention. Oui. Voilà, alors ça, je pars là, c'est-à-dire que j'enlève de l'épaisseur. Hop. Et ça me sert quand je dois soit faire un rembord, c'est-à-dire replier pour faire un haut de poche par exemple et tout, ou sur une ceinture, quand je mets ma boucle et tout, donc je retourne pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur. C'est pour éviter des surépaisseurs, voilà. Parce que là, on part de 2,5, 3 et on arrive à 0. Alors voici le rendu sur une ceinture. Oui, le rendu sur une ceinture, ce que je voulais vous montrer. La ceinture comme ça, elle passe là, il y a l'ardillon, elle retourne comme ça. Et là, voilà, on arrive à la même épaisseur, alors que là, on a l'épaisseur, et là, on n'a plus. Parce que sinon, on aurait, ça ferait quelque chose... oui, ce serait déjà comme moins ça. joli esthétiquement. C'est quand même pas très joli Non, c'est d'avoir pas très beau. une surépaisseur comme ça. C'est là qu'on voit que la finition est vraiment bien faite. Voilà, Parce que justement, parce on que n'a pas de il n'y a pas différence. de hauteur, là. Cet outil vous sert à quoi? Ça, c'est le compas. Les ajusteurs ont les mêmes. Hein. Bon, il y a des compas de cellier qui sont peut-être un peu plus sophistiqués, mais voilà, simplement, ça permet de prendre des repères pour faire ma couture. Ça me permet de tracer un trait droit. Ensuite, par exemple, quand je dois faire les trous pour la ceinture, je prends un espacement comme ça, 2,5, que je reporte au milieu, mais sur ma ceinture, voilà, comme ça. Et là, ça me permet, après, de faire mon trou avec un emporte-pièce. Donc si on est plus ou moins gros, on peut vous demander un trou en plus ou en moins. Tout à fait. Je les ajuste sur mesure. Je fais la longueur de la peau, et ensuite, en fonction des gens, je les fais juste à la mesure des personnes. Du sur-mesure, donc. Voilà. Il me faut à peu près 50 minutes pour faire 1 mètre de couture. Si je fais une couture droite toute simple et sans être dérangée. Et c'est ce qui est le charme, c'est quand même que la couture soit bien droite et relativement régulière. Il faut que ce soit... Vous aimez la précision. Oui, la précision et le travail bien fini.